Bonjour, je range mon bureau numéro 36, soit en fait la 39e vidéo. Aujourd'hui, il y a de nombreux livres sur mon bureau, et je rappelle que la règle de l'exercice, c'est qu'il doit y avoir bien moins de livres entassés sur mon bureau à la fin de la vidéo, après la vidéo, qu'avant. Ça veut donc dire que bien sûr, je sois enfin en mesure d'en ranger un certain nombre. Alors, j'en ai parlé, il y a 2 ou 3 numéros de cela, et puis depuis je n'en ai pas parlé, mais en ce moment, l'essentiel de mes activités de lecture sont consacrées à cet énormissime pavé, The Familiar de Mark Danielewski. Et The Familiar de Mark Danielewski, c'est une entreprise annoncée en 27 tomes, dont 5 sont publiés depuis 2015 à raison de 1 ou 2 par an, et ce sont à chaque fois des livres de 880 pages, avec énormément d'illustrations, de jeux sur les typographies, enfin de choses très différentes. C'est une histoire extrêmement foisonnante, extrêmement complexe, qui croise de très nombreux récits, de très nombreux personnages parallèles, qui, je vous l'annonce, je suis au début du tome 4, ne se sont pas entièrement, les différentes histoires ne se sont pas entièrement rejointes, loin de là, au début du tome 4. Donc du coup, évidemment, c'est sûr qu'on passe des centaines de pages à suivre des itinéraires différents, à oublier ce qui s'était passé pour tel ou tel personnage, à essayer de revenir en arrière. Donc c'est très foisonnant, c'est souvent assez exigeant même du point de vue de la langue ou du point de vue de la manière dont les histoires sont racontées. Donc c'est effectivement, voilà, je suis embarqué dans ça depuis maintenant à peu près les vacances de Noël. Et ça avance quand même, donc je ne vais pas réellement les ranger, mais je voulais un petit peu en parler. Le troisième tome, celui que j'ai fini la semaine dernière, qui a donc rejoint la pile de livres à ranger, mais que je ne vais pas ranger tout de suite, c'est donc le tome 3, Honeysuckle and Pain. Et dans Honeysuckle and Pain, on comprend que le personnage principal de l'histoire principale, la jeune fille sujette à des crises d'épilepsie, Xanther, a une sorte de pouvoir animal, de pouvoir qui est un pouvoir à moitié de sorcellerie, à moitié de communication avec les animaux, ou de perception ou d'hyperperception par rapport aux animaux. Et ça se termine, alors, oui, juste une chose, j'avais dû en parler, c'est que les différentes histoires, les différents personnages sont marqués à l'intérieur du texte par des polices de caractères différentes, mais sur la tranche, parce que je rappelle que ça, ce que l'on feuillette, c'est la tranche, parce que c'est tranché, ça, c'est ce que l'on appelle souvent la tranche, mais c'est une erreur, ça s'appelle le dos, voilà, j'ai fait mon cuistre. Donc sur la tranche, il y a des espèces de petites vignettes de couleurs qui permettent de se retrouver dans les histoires. Et en fait c'est très pratique, parce que si par exemple vous êtes en train de lire, je prends juste un exemple, allez, vous êtes en train de lire l'histoire de Juarez et de sa bande de malfaiteurs à moitié mafieux, voilà, vous êtes à la page 720, vous êtes en train de lire ça, et puis vous vous dites, oh là là, mais mon Dieu, ça s'était arrêté où, on en était où pour ces personnages-là? Il vous suffit de regarder les codages de couleurs, et de revenir en arrière, et bam, vous retrouvez tout de suite, facilement, les dernières pages, et c'était page 219, donc ça veut dire qu'en fait, entre la page 219 et la page 720, on n'avait pas retrouvé ces personnages-là. Donc bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la structuration, sur la narrativisation, j'y ai fait juste une allusion, mais voilà, enfin, c'est aussi pour expliquer un des fonctionnements de la structure du livre. Alors j'ai corné un très grand nombre de pages, parce qu'il y a plein de choses qui m'interrogent dans ce livre-là, donc peut-être qu'à un moment donné, ça nécessiterait une vidéo à part entière. Oui, j'ai dit qu'il y avait 27 tomes annoncés et que 5 avaient été publiés, mais surtout, Pantheon a annoncé qu'ils allaient arrêter de publier. Donc Mark Danielewski a annoncé il y a un peu moins d'un an que publication was discontinued, c'est-à-dire la publication était interrompue, et effectivement, vu le type d'objet que c'est, je ne sais pas très bien qui c'est qui va continuer à publier ça, ou si Danielewski a une possibilité de l'auto-éditer. Même à l'heure du print on demand, je ne suis pas trop sûr que ce type d'objet soit print on demandable. Bien, j'ai fait une double parenthèse, ce qui est tout à fait approprié à une discussion de l'œuvre de Mark Danielewski. Si vous trouvez, tiens, nouvelle parenthèse, que vraiment ce début de vidéo, je range mon bureau, est
excessivement rude, excessivement opaque, bah, vous pouvez zapper directement au livre suivant, hein. Il y a le petit chapitrage en dessous de la vidéo, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Oui, après ces deux plus une parenthèse, je voulais en revenir au personnage de Xantha, donc c'est un des personnages principaux, et cette jeune fille finit par se rendre compte qu'elle a une sorte de capacité à communiquer, évidemment de manière non langagière, avec les animaux, et donc ça se termine par une visite dans une sorte de zoo privé, et donc à travers, en fait il semblerait qu'elle communique avec l'odeur du chèvrefeuille, ou qu'en tout cas ce qu'elle ressente c'est l'odeur du chèvrefeuille, d'où le titre de ce tome 3, Honeysuckle and Pain, le chèvrefeuille et la douleur littéralement, et donc elle se retrouve effectivement dans ce zoo privé. En fait il y a une lionne extrêmement dangereuse qui vient juste d'être recueillie, parce qu'elle s'était échappée d'un zoo, après avoir d'ailleurs, je crois, à moitié tué un soigneur, ou gravement blessé un soigneur, à moitié tué, ça ne veut pas dire grand chose, et donc en fait cette lionne s'échappe, et donc la lionne s'échappe et ça donne lieu à des pages calligrammatiques, hein, à savoir que le récit, le fait que la menace de la lionne devienne de plus en plus pressante, est exprimé comme ça sous forme de calligramme, à savoir qu'on a une première image de la lionne vue de loin, puis ça se rapproche, hein, je ne sais pas où c'est, voilà, ici, il y a une double page, et en fait toute la lionne est en écriture, en fait c'est un vrai calligramme, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une partie du texte que l'on peut lire, parce que c'est dans une police suffisamment grande, donc on y arrive, et puis il y a des éléments, on voit qu'il y a des mots, puis on n'arrive pas réellement à les déchiffrer, alors soit c'est la même chose que ce qui est écrit en plus grand, mais en minuscule, hein, je sais pas, encore 2 ou 3 au lieu du corps 9 ou 10, mais voilà, et donc ça prend cette forme-là. Et là, ça se termine avec une espèce comment dire, d'explosion visuelle ou graphique de la lionne, qui est désormais non plus vue de face, mais de profil. Et c'est juste avant le suspense final dans la rencontre entre la petite fille et la lionne. Et ça se termine, la dernière page de cette dernière partie se termine par un seul mot: Run, voilà. Donc on en était resté là sur le volume 3, j'ai commencé le volume 4 et on ne nous parle toujours pas d'ailleurs de ce qu'a pu devenir Xantha, donc voilà, c'est le suspense qui se poursuit. Donc c'est assez compliqué de parler de ces livres-là, j'ai essayé d'en parler quand même, je ne vais pas exactement les ranger, mais comme je ne sais pas vraiment quand est-ce que j'aurai le temps, l'énergie, et surtout quand j'aurai fini de pouvoir faire le point sur The Familiar, je voulais quand même en parler un petit peu là. Donc 3 tomes, je suis dans le 4e. Je vais poursuivre avec une rubrique assez habituelle désormais, qui est que je range mon bureau, sur lequel se trouvent aussi des livres que je n'ai pas lus. Ce sont les livres qu'a lu mon épouse. Il y en a 2 qu'elle vient de lire là tout récemment, et que je vais être chargé de ranger dans notre bibliothèque, ici, là, autour de moi, parce que je range mon bureau, là, on n'a pas une maison excessivement grande, donc le bureau et la bibliothèque sont dans la même pièce, hein. Donc, ces 2 livres, ce sont L'énigme de Givreuse de Rosny Aîné et un des 2 textes de Jean Galmot, publié par François Bon dans la collection des Grands Singuliers, Tiers Livre Éditeur. Alors Jean Galmot, je le lirai, je ne l'ai pas encore, j'ai pas le temps actuellement de le faire, mais c'est vraiment aussi pour rappeler qu'il y a la collection Grands Singuliers sur le site Tiers Livre Éditeur, il faut vraiment s'y intéresser de près. Et Jean Galmot, il est surtout connu parce que c'est le personnage principal d'un livre important de Sandra Ars, qui est Rome. Mais Jean Galmot, dans ce livre, raconte un petit peu raconte la Guyane, en fait, hein, si on veut être un peu schématique. Comme je ne l'ai pas lu, je ne prétendrai pas aller beaucoup plus loin. Je vais vous lire une page qui m'a été conseillée par la lectrice, dans la 2e partie. Derrière eux, les arbres, quittant la nuit profonde, se rangeaient dans le rayonnement des lumières tracées à angle droit par les embrasures. L'ombre était vide. Seuls les parties éclairées contenaient le peuple des bêtes et des plantes. C'était le grignon à la chair tendre, le palétuvier aux muscles rouges, l'amarante au sang violet, le bois de rose, le santal, le gaillac, le sassafras et l'encens, dont les blessures exhalent d'angoissants parfums, le balata, dont la peau saigne un suc laiteux, le mancenillier, à l'ombre duquel aucun homme ni aucune bête ne peut vivre, le fromager, vêtu de coton épais, le manguier, porteur de fruits délicieux, l'angélique, et le court baril taillés en Hercule, et dont le bois est imputrescible. Et le wakapou, plus dur que l'acier, l'ébène verte, aux fibres serrées, le wapa, rouge foncé, le bois de fer,
toute la famille est des acajous roses et tendres, les bois précieux, l'amourette à la robe somptueuse, des satinés rubanés, semblables à des soies anciennes, le bois serpent veiné de couleurs chatoyantes. Ils étalaient leurs parures splendides, chamarrées comme des chambellans un soir de fête. Le manteau des arbres précieux était tour à tour blanc de lait, rouge sang, rose, noir de jais, jaune d'ambre, bleu de cobalt, violet et vert tendre, et mauve, et gris et doré. Athlètes, aux fronts élancés jusqu'au ciel, ils respiraient la force. Dans les plis de leurs vêtements aux couleurs éclatantes flottaient des parfums rares. Leur voix avait des résonances de violons éperdus. Dans la nuit lyrique, elle vibrait harmonieusement. Elle dominait le récit monotone du fleuve, les frémissements de la solitude et les pauvres voix discordantes des hommes. À la fin de la saison sèche, disaient les arbres, lorsque pâlissent les feuilles sur la colline, le vent qui vient des sources du fleuve jette sur nous la poussière dorée du royaume d'Eldorade. Le vent voit chaque jour la ville aux toits d'or et les palais du pays fabuleux. Il apporte dans son manteau la poussière jaune que les hommes recueillent au fond des vallées et qui dort nos frondaisons à certaines heures. Le vent qui chaque jour passe sur les murailles d'or, et le fleuve qui chaque jour frôle les maisons construites en métal précieux, le vent et le fleuve, seuls connaissent le mystère. Et donc voilà, je n'en dis pas plus parce que je ne l'ai pas lu, mais très beau texte sur les arbres, sur la parole donnée aux arbres, sur la richesse, la diversité de la forêt tropicale bien sûr, et à une époque où, que ce soit sous un gouvernement que nous connaissons bien, le gouvernement français, ou un gouvernement plus récemment élu, hélas, le gouvernement brésilien, les menaces sont très importantes sur la forêt tropicale. Je pense qu'il est important aussi d'essayer de se relier à cette question-là, d'un point de vue bien sûr écologique et environnementaliste, c'est inévitable et indispensable, mais aussi d'écouter ce qu'un écrivain peut dire de cette richesse, de comment il peut imaginer cette diversité. Donc voilà, donc non au projet Montagne d'Or en Guyane, et lisez Jean Galmot chez Thierry l'éditeur. L'énigme de Givreuse, je ne l'ai pas lu non plus, donc c'est de Rosny Aîné, j'en signale juste l'existence de ce livre. C'est la BNF en fait qui a créé des éditions pour comment dire, ça s'appelle les Orpailleurs, voilà, c'est la collection Les Orpailleurs, les pépites littéraires de la Bibliothèque nationale de France, et donc ils sont republiés un certain nombre de textes d'auteurs tombés un peu dans l'oubli ou relégués désormais au second plan, ce qui est le cas de Rosny Aîné, en fait, un écrivain qui est surtout connu pour La Guerre du Feu, mais qui n'a pas écrit que ça, loin de là. Je lis juste l'intrigue, en quelque sorte, avec la 4e de couverture. 1914, deux hommes reprennent conscience sur un champ de bataille, ils portent le même nom, ils ont les mêmes blessures, les mêmes souvenirs. Cette parfaite similitude ébranle tant la mère que Valentine, la fiancée. Quelle force surnaturelle a dédoublé Givreuse. Comment au quotidien vivre avec cette déconcertante gémellité. Donc là, moi, j'ai pas le temps de le lire maintenant, mais si vous êtes comme moi, ça doit vous intriguer. Et c'est donc une histoire sur un homme qui, sur un champ de bataille, se dédouble. Et donc, en fait, il a soudainement deux corps, mais c'est au départ la même personne, la même identité. Donc, voilà. Il n'y a pas que Chamisso, le Horla, le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Voilà, la question de la gémellité, de la division, de l'union des corps, de la dualité et du dédoublement, eh bien voilà un autre texte dans cette lignée-là, l'énigme de Givreuse de Rosny Aîné. On en vient au livre que j'ai lu, tout finit par arriver. Allez, un livre traduit Tiens, je parlais du Brésil, je parlais de Bolsonaro, hélas. Parlons du Brésil sous un angle positif. Machado de Assis. Je sais jamais si JM, c'est quoi? C'est José Manuel? Je sais pas, je sais jamais ce que c'est. Bon, peu importe. Machado de Assis, l'immense écrivain du 19e siècle brésilien, que j'ai découvert moi il y a une quinzaine d'années avec Dom Casmurro. Dom Casmurro, c'est absolument génial, c'est un livre magnifique. Et je me suis dit, là, à chaque fois que je relis un Machado de Assis, je me dis, il faut que je relise Dom Casmurro, parce que c'est pas possible, il faut que je le relise, je m'en souviens pas bien. Je sais que j'avais été impressionné par ce livre. Puis il y a Quincas Borba aussi, qui est un livre exceptionnel. Et donc, les éditions Métellier, soit dans la grande collection, soit dans la petite collection Suite, c'est celle-ci, publie, sinon tout, du moins pas loin de l'œuvre complète de Machado de Assis. Et donc, celui-ci, c'est L'Aliéniste.
au aliéniste dans la langue, enfin en portugais, hein, dans le titre original, traduit du brésilien par Marivonne Lapouge Petorelli. Voilà, n'oublions pas de citer le traducteur, ou en l'occurrence la traductrice. La traduction date de 1984, donc ça a été repris dans la collection de poche, suite, ça coûte pas cher, je sais pas, oui, ça m'a été offert, donc il y a une petite pastille, une petite gommette sur le prix. Ça va être 10 € ou quelque chose comme ça. Et voilà, alors l'aliéniste, c'est un texte très bref, ça fait, si on enlève la préface, qui est bien, d'ailleurs, la préface de Pierre Brunet, elle est très bien, si on enlève la préface, ça fait 70 pages. Donc c'est vraiment ce que les Anglais appellent un novella, donc une longue nouvelle, un récit bref. Et c'est, comme j'allais dire, comme toujours, avec Machado de Assis, j'attends désespérément, non, quand même pas, ça serait une ironie, le moment où je lirai un Machado de Assis plat ou facile ou creux. Maintenant, c'est une fois de plus, c'est absolument intense, magnifique, sec, d'une drôlerie exceptionnelle. C'est un texte qui raconte comment, dans une ville un peu reculée du Brésil, donc il y a tout un contexte colonial très très intéressant, la relation et à la fois avec la capitale coloniale et puis avec le Portugal, les autorités religieuses, enfin il y a tout ce côté-là. Donc dans une petite ville de province brésilienne, un aliéniste, un spécialiste, un médecin, se spécialisant dans les maladies mentales, refuse des chaires absolument prestigieuses qui lui sont déroulées à Lisbonne et à Coimbra. Il préfère revenir au Brésil, et en fait il l'installe, il obtient de la municipalité d'installer une maison de fous, un hôpital pour aliénés. Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est l'occasion de brosser une sorte de portrait complètement satirique de l'humanité en général, finalement de toutes les petitesses de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, et du peuple aussi. Et en fait, tout le monde en prend pour son grade et personne n'est épargné dans ce jeu de massacre. Ce qui est intéressant dans l'aliéniste, c'est, bon voilà, je vais peut-être spoiler un peu, mais en fait on s'en rend compte, et l'intérêt principal du texte n'est pas là-dedans, il n'est pas dans le renversement final. On finit par se rendre compte que les citoyens finissent par se demander si quand même ça n'est pas, et puis le lecteur s'en rend compte bien avant les citoyens, si ça n'est pas l'aliéniste qui est lui-même aliéné, c'est-à-dire qu'il finit par penser que tout le monde est fou, il met tout le monde, en fait, il coffre tout le monde, et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il réussit à s'en tirer, en fait, avant qu'il soit vraiment, que son pouvoir de mettre les gens, d'enfermer les gens dans l'asile soit remis en cause, il faut vraiment qu'il en fasse beaucoup, il se passe pas mal de choses quand même. Donc il y a une sorte évidemment de travail sur le retournement, et lui-même d'ailleurs finit par s'auto-enfermer et par se considérer comme celui qui a le plus besoin de la thérapie des autres. Ça se termine comme ça, c'était sans appel, Simon Bacamarte courba la tête, allègre et triste à la fois, et à tout prendre plus allègre que triste, il s'en fut sur le champ s'interner dans la maison des fous. Sa femme et ses amis eurent beau lui représenter qu'il reste, qu'il était parfaitement sain et équilibré, rien n'y fit, pas plus leurs supplications que leurs propositions, ni des larmes, ne l'ébranlèrent un seul instant. Et la conclusion, en fait, logique, c'est que, après avoir eu plusieurs séries d'hypothèses contradictoires sur ce qui fait la folie, Simon Bacamarte finit par se dire que il s'est trompé, qu'il internait des gens qui étaient imparfaits, que l'imperfection est propre à l'humanité, et donc il finit par développer la théorie finale qui est que seuls les êtres parfaits doivent être enfermés. Seuls les êtres parfaits sont fous, et 2, dangereux. Et c'est suite en fait à la conviction qu'il finit par avoir en discutant avec un certain nombre de personnes, un certain nombre de citoyens, la conviction qu'il finit par avoir que lui-même il est absolument parfait et au-dessus de tout reproche, qu'il finit par s'auto-interner. Voilà. Donc c'est un livre... Voilà, bon, j'ai raconté la fin, mais c'est pas très grave. J'ai pas raconté l'essentiel qui est le ton. Et le ton de Machado de Assis, ça a beau être traduit, ça sort complètement, on s'en rend compte totalement, on le prend vraiment en permanence. À chaque fois qu'on lit un récit de Machado de Assis, il y a une espèce de côté extrêmement direct, à savoir chapitre 1, chapitre 2, c'est des chapitres brefs. Il va vraiment d'un point à l'autre, un peu comme dans un apologue, mais c'est pas non plus raconté comme un apologue. Donc ce sont des textes qui réussissent à, comment dire, j'allais dire un peu, c'est the best of both worlds, quoi, qui réussissent à avoir les bons côtés des romans et les bons côtés des apologues, et voilà, c'est vraiment un écrivain qui compte énormément. Donc voilà, ici, l'aliéniste de Machado de Assis. Suite de Bruno Fern, suite sous-titre Roman Fleuve, et c'est aux éditions Louise Bottu.
Alors, Bruno Fern, c'est le premier livre de lui que je découvre, et c'est un livre assez inclassable, qui, on pourrait dire qu'il part dans tous les sens, alors qu'en fait non, il est en permanence dans une sorte d'obsession du motif, du retour, et notamment du retour du soldat, ou de l'identité indicible. Suite, roman fleuve. Alors, roman fleuve, c'est évidemment ironique parce que le texte est assez court, mais c'est un livre qui est en 2 parties inégales. La première partie est assez courte, la deuxième partie est elle-même subdivisée en 6 sous-parties, toutes désignées par une lettre, hein, F comme F. Alors, je vais juste reprendre, j'ai évidemment rien noté. Section A, faux départ, qui est elle-même redivisée en 4 parties, je crois. Section, alors ça c'est section A, catégorie B, n'ouvre plus droit à aucune réduction. Il y a toute une ironie aussi dans la dénomination, dans la titrologie. Série C, Adults Lonely Only. D, c'est dans les formes. E, c'est embranchement. Et F, comme F. Je vous le montre tel que c'est. Voilà, donc il y a une sorte, ça se termine, la dernière sous-partie, se termine sur une sorte de tautologie, un peu a rose is a rose is a rose, c'est F comme F, voilà, c'est la majuscule comme la minuscule. La première partie est relativement, on va dire, conventionnelle, elle l'est pas, mais relativement conventionnelle. Ça raconte une histoire familiale, ou c'est le retour sur une histoire familiale d'un cordonnier basque qui part à la guerre et qui en revient en quelque sorte vidé, qui est un de ces personnages devenu muet, qui ne veut plus parler de rien. Et voilà, donc la question est sur du traumatisme de la Première Guerre mondiale, de la guerre de 14. Et il y a donc la recherche d'un certain nombre d'éléments, d'archives, etc., pour essayer de faire parler l'histoire de ce cordonnier. Et ça fait, allez, 40 pages, même pas, une trentaine de pages. La deuxième partie, alors, tourne autour de la figure de Walter Benjamin, mais Walter Benjamin, apparemment, dont un des surnoms était, un surnom donné par sa mère était Monsieur Maladroit, je ne suis pas allé vérifier, mais voilà, c'est un des éléments qui est donné dans le texte. Et du coup, ça se dénoue parce qu'il y a un autre Monsieur Maladroit qui est un des narrateurs possibles du texte, et notamment du texte de la première partie. Donc voilà, donc c'est une structure assez complexe, c'est extrêmement fragmenté, parce que par exemple, vous voyez ce que je vous disais, la deuxième partie est composée de 6 sous-parties, et si on regarde la 5e partie, en branchement, elle est composée de 8 parties. Ça m'a fait penser un tout petit peu, alors pas tellement dans l'écriture, mais dans le projet d'écriture et dans la manière dont ça s'est éclaté, et donc c'est plus un kaléidoscope qu'on ne peut pas reconstituer, c'est-à-dire on peut pas, c'est impossible finalement de se dire, ben voilà, si on le remettait à l'endroit, ça donnerait grand 1, grand 2, grand 3. Non, c'est pas possible, c'est une structure délibérément éclatée. Du coup, c'est un peu bizarre que le sous-titre soit roman fleuve, parce que c'est pas tellement l'image que l'on a en le lisant. Moi, ça m'a plus fait penser à la série des Génies du lieu de Butor, et de ma part, c'est un compliment, j'adore le Génie du lieu de Butor, cette espèce de reprise d'un même motif sous de très nombreux points de vue, avec des pratiques d'écriture qui sont divergentes, avec des registres, des niveaux de langue, des apports qui sont multiples, qui peuvent être sur de la chanson, de la romance populaire, etc. Donc voilà, c'est assez difficile d'en parler, donc je vais lire des extraits. Je vais lire, tiens, je vais lire évidemment dans le désordre, je vais lire un extrait de la 5e sous-partie de la 2e partie, puis après je lirai un texte de la première partie. Un monceau est généralement suivi d'un complément du nom au masculin pluriel qui se décompose et cocotte à plusieurs dizaines de mètres selon la direction dominante des vents. Cogite MM, et c'est Monsieur Maladroit MM, tout en sautillant dans le caniveau. Mais il finit par se persuader que dans ce quartier mixte et nouvellement réhabilité, il ne peut quand même pas s'agir de ça, et que ce mot subito exhibé par son cortex, comme une fillette buvable sur un plateau rien qu'en talon aiguille, nubile et servi avec 2 coupes de champagne pour le repos du guéri à Djibouti, soit encore mieux que la Madelon, n'entretient aucune relation avec sa présence en ce lieu, parmi les passants qui s'empressent de l'entourer quand, ayant magistralement raté le trottoir, il adopte l'horizontale à son corps défendant. Et je vais lire un extrait de la première partie.
sachant, pendant que je cherche l'extrait, qu'il y a, il faudrait que je pense à le mettre en lien sous la vidéo, il y a sur YouTube une vidéo très très belle de Bruno Fern faisant la lecture des premières pages de suite, et moi j'avais lu, enfin j'avais vu cette vidéo, j'ai regardé cette captation vidéo avant de connaître le livre, avant d'avoir lu le livre. C'est une très très belle lecture, et mise en musique aussi, donc c'est un duo. Page 38. Vu le comité d'accueil qui ne l'attendait plus vraiment, à l'exception de sa favorite qui a poussé, y compris des tétins dont le calibre restera à peu près le même pendant 80 ans, il en arrive à regretter de ne pas y avoir laissé une main, la gauche, quitte à choisir son amputation. Ce serait pas l'idéal pour ajuster les chaussures, mais l'infirmité aurait présenté certains avantages indéniables. Mutilé de quoi qu'il prétendrait le lascar, mais maintenant que le mal est fait, et ce serait combien s'il devait situer la douleur du membre fantôme sur une échelle de 0 à 10. Voilà, suite de Bruno Fern, un texte complexe sur la mémoire de la Première Guerre mondiale, sur les traumatismes de la Première Guerre mondiale, sur la figure de Walter Benjamin, sur la recherche en spirale du sens, de l'identité, et la question du rapport au réel, et la manière dont le langage réussit ou ne réussit pas à réaliser le réel. On poursuit avec un livre des éditions du Réalgard dans la collection L'Or Piment. Si vous suivez régulièrement ces chroniques Je range mon bureau, vous savez qu'il m'arrive assez régulièrement de parler de cette collection-là. Il y a une raison assez simple à ça, qui est que c'est un éditeur que je suis depuis quelques temps. J'en ai acheté, apprécié un certain nombre, et puis en fait l'éditeur a été très gentil parce qu'ayant découvert mes vidéos, il m'en a envoyé un certain nombre que je n'avais pas, et celui-là en fait partie d'ailleurs. La phrase errante d'Alain Roussel, peinture de Sandra Sanseverino, et c'est un texte de prose poétique qui fait une quarantaine de pages, et donc avec, bien, comme toujours dans le principe de la collection L'Or Piment, un poète et une artiste ici graphique, donc ici des peintures, d'ailleurs je ne sais pas quelle est la technique, parce que c'est des peintures qui donnent une impression de crayonner en fait, donc c'est pas mal du tout. Enfin, ça résonne de manière assez intéressante avec certaines des séquences de la phrase, parce que, voilà, j'en montre une autre page, ça c'est la page 20 vis-à-vis de la page 21, ça résonne de manière assez intéressante avec la phrase. Pourquoi? Parce que, comme on peut s'en douter à la couverture, la phrase errante, c'est un texte en une seule phrase. Et donc c'est une sorte comme ça de méandre, de divagation sur des questions mémorielles. Je vais être très très honnête, j'ai pas accroché plus que ça, je l'ai lu, je me suis accroché moi, mais j'ai pas été plus que ça accroché par ce texte-là. Bon, c'est inévitable, hein, je peux pas tout aimer, je peux pas tout adorer. C'est un bon livre, c'est un livre intéressant, il y a une vraie écriture, il y a une vraie voix, mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça, et je pourrais pas réellement dire pourquoi. C'est peut-être pas le bon moment non plus, je sais pas, au moment où je l'ai lu, j'étais moi-même peut-être pas entièrement investi. Alors du coup, pour en lire un extrait, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc Alain Roussel, que moi je ne connais pas, qui visiblement a une très longue bibliographie, je vous invite, hein, parce que moi j'ai pas forcément accroché, mais d'abord c'est peut-être moi, peut-être que vous aimerez, puis de toute façon, j'insiste bien, c'est pas la première fois que je le dis, allez sur le web, regardez le catalogue des éditions du Réalgard, et notamment la collection L'Or Piment, c'est vraiment une très très riche et très intéressante collection, un très intéressant catalogue. Alors évidemment, comme c'est une phrase unique, c'est un peu difficile de citer un extrait. Je pourrais commencer à lire le début, puis je vais vous dire, je vais lire qu'une phrase, et puis qu'est-ce que c'est rigolo. 20 minutes après, on y est encore. Bon, je vais donc essayer de couper un passage, ce qui n'est pas évident. D'autant que j'ai pas particulièrement noté ça. Bon. On va faire comme ça. Je coupe après 3 subordonnés, c'est inévitable. Mon poulet basquez mijote comme il se doit. Dans l'huile d'olive, avec les oignons, les tomates, les poivrons et le piment d'Espelette. À quoi j'ajouterai le moment venu du jambon de Bayonne et du chorizo, pour le plaisir de faire entrer l'Espagne dans mon humble demeure, où j'entends toujours les chuchotements. Voix qui se cherchent, ils proviennent cette fois de l'autre porte. Celle que l'on ouvre avec une clé, et que l'on ferme par le F avec une clé, écrit CLEF. Ceci dit pour le plaisir des amateurs des subtilités de l'orthographe française.
De l'autre côté de cette porte qui donne sur la rue où tout naguère me semblait possible, lieu d'errance et de rencontres parfois décisives, Pierre, Christian, Jean-Pierre, André, où à 20 ans toute la vie pouvait s'y jouer à un tournant ou dans les cafés, le monde 1000 fois défait et refait, à coups d'éclats de voix et de formules péremptoires autour d'une table à l'emporte-pièce, bière levée, à l'amitié ou à la révolte, dans une sorte de fièvre en cette année 1968 où l'on croyait vraiment que le vieux monde allait disparaître, que nous courions devant et lui derrière, tandis que les filles le plus souvent écoutaient sagement, sirotant un lait fraise ou une menthe à l'eau avec une paille, les jambes croisées largement découvertes par leur mini-jupe, la cigarette aux lèvres, et je ne sais quel remous dans les yeux qui vous donnait envie de s'y noyer, du moins de plonger du regard en ces eaux troublantes. Voilà, je coupe la phrase, bien sûr. La phrase errante d'Alain Roussel, un texte voilà, qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai pas accroché, mais c'est un beau texte. Et puisque je citais ce passage, ce n'était pas du tout prévu, mais je citais ce passage dans lequel Alain Roussel invente en fait une différence sémantique entre la clé sans F et la clé, donc la clé CLE accent aigu et la clé avec un F CLEF. Il dit on ouvre avec la clé E et on ferme avec la clé feu, puisque il y a le F, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça me fait penser, d'ailleurs, j'avais pas du tout pensé que dans Préhistoire d'Éric Chevillard, il y a comme ça un texte, enfin, il y a un passage de Préhistoire, je m'en souviens assez nettement, parce qu'en fait j'avais traduit ça, on l'avait retraduit ensuite, c'est moi qui l'avais proposé, je crois même, quand j'étais étudiant. On avait traduit ce texte-là, voilà, la clé est trop lourde, elle me tomba sur le pied, c'était une clé, CEF, enfin, je cite de mémoire, mais il y a même la même idée, et alors il y a la même idée esthétique, la même idée d'écriture chez Chevillard que dans le texte que je viens de dire d'Alain Roussel, qui est comment rendre compte en écrivain du fait qu'il existe deux orthographes au même mot. Et que généralement, effectivement, on emploie vraiment l'un pour l'autre. Et chez Chevillard, le mot, la clé qui est désignée par le mot CLEF est plus lourde que celle qui est désignée par le mot CLE. Voilà, on pourrait avoir d'autres interprétations aussi, mais bon, je dois avouer que je crois pas avoir cherché récemment la différence sémantique éventuellement reconnue par les lexicographes entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que dans l'usage, on emploie l'un pour l'autre et qu'il n'y a aucune différence pour 99,9% des utilisateurs du mot, des francophones, il n'y a pas de différence entre les référents des deux mots. Bon, peu importe. Voilà, donc ça me faisait penser à Éric Chevillard, et justement, sur ma pile, il y a les deux derniers livres d'Éric Chevillard. Le 11e, je crois, tome de l'autofictif, le blog d'Éric Chevillard, il écrit des billets en 3 parties tous les jours dans son blog. Bon, il fait de la publication anticipée, c'est pas vraiment un blog, c'est pas vraiment d'écriture sur le web. Moi, c'est une des réserves que j'ai depuis toujours avec l'autofictif. C'est bon, j'aime bien, c'est Chevillard, c'est distrayant, il y a des vraies pépites dedans, mais c'est pas vraiment de l'écriture web, donc c'est un peu, il a investi le web, mais il n'a pas vraiment fait de l'écriture web, il n'a pas cherché même, je crois en fait, il s'est pas intéressé à la question même d'écrire de manière spécifique sur et pour le web, mais voilà, donc il tient ce blog depuis 11 ans, et donc tous les jours il y a un billet en 3 parties, et tous les ans, il enlève tous les billets de l'année passée, et puis c'est rassemblé dans un volume. Là aussi, c'est un peu une des limites de la chose, c'est commercial en quelque sorte. Eh bien, les billets ont disparu de la toile, donc on ne peut les retrouver que sous forme de livres. Donc là encore, un rapport un petit peu à l'ancienne à cette question-là. Et donc voilà, le dernier tome, donc tout est publié chez l'Arbre Vengeur. Donc le dernier tome s'appelle L'autofictif et les 3 mousquetaires. C'est la raison en est. Oh là là, je tombe d'emblée, alors je ne l'avais pas marqué, à la page qui me permet d'expliquer le titre, à la page 180, billet du 12 juillet, les 3 mousquetaires sont donc 5 avec moi. Voilà, c'est ce qui donne son titre, évidemment, à ce nouveau tome de l'autofictif. Bon, ben, l'autofictif, il n'y a pas à en parler pendant des heures, parce que c'est comme ça des humeurs sur le moment, des billets un peu humoristiques mais toujours très brefs, des aphorismes. Il joue énormément avec la forme du haïku qu'il décompose. Bon, il fait beaucoup de jeux de mots à partir justement même du mot haïku lui-même. Il y a une sorte d'épuisement de la parodie que l'on peut faire de la forme haïku. Bon, c'est parfois un petit peu superficiel quand même. C'est le reproche que je ferai à Chevillard dans ces textes-là par rapport à ces textes de chez Fata Morgana ou à ces textes de chez Minuit, dans lesquels parfois il cède un peu à la facilité,
mais où au moins il essaie de dépasser, d'atteindre à une réelle profondeur, à avoir un dispositif qui lui permet quand même de rentrer dans des vrais problèmes littéraires, des vrais problèmes esthétiques. L'autofictif, c'est un petit peu l'écume quand même de tout ça. Donc ça se lit agréablement. Bon, typiquement, moi, depuis que l'autofictif existe, donc depuis 10-11 ans, je le lis, moi, c'est posé sur la table de la salle à manger, et voilà, j'en lis un peu comme c'était prévu de le consommer sur le web, c'est-à-dire un billet par-ci, un billet par-là, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Celui-là. Ma grand-mère aimait tant les pêches au vin que cela méritait bien de devenir une phrase. 24 juin. Tout de même, après un bref instant de surprise lorsqu'il la voit, l'homme admet assez facilement qu'il y ait une autruche dans son salon, puis il l'entreprend de l'en faire sortir. Et pourtant, une autruche dans son salon. 14 septembre. 5 janvier 2018 donc. L'angoisse toujours avec la peine quand meurt un homme de la qualité et de l'importance de Paul Oczachowski-Lawrence, comme si c'était le coup de grâce, la débâcle, la fin pour de bon, cette fois, que tout derrière allait partir à volo, se défaire englouti dans le néant, et que cette mort nous ôtait nos propres forces. Donc là, c'est le versant plus moraliste, aphoristique, avec pour le coup quand même un petit peu plus de profondeur ici. Voilà, l'autofictif et les trois mousquetaires. Et il y a aussi donc sur ma pile l'autre nouveau livre de Éric Chevillard, ils sont sortis en même temps, ça c'est son dernier roman, chez Minuit, aux éditions de Minuit, L'explosion de la tortue. Alors l'explosion de la tortue, pour résumer, il y a un narrateur, comme souvent chez Chevillard, qui n'est pas du tout le double de Chevillard. Je crois que là, parfois on lit des choses étonnantes sur le web, notamment dans des blogs. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais été sidéré de voir, en faisant une petite recherche rapide, qu'il y avait des lecteurs de Éric Chevillard, de toute évidence, ils lisent tout ce qu'il écrit, et qui ne comprennent rien, c'est-à-dire qu'ils lisent ça vraiment en faisant une espèce de confusion totale entre le jeu du narrateur et le jeu de l'écrivain, et qui du coup... Enfin, ça tient pas la route 5 minutes, quoi. C'est même pas qu'il fantasme une vie parallèle ou qu'il fait de l'autofiction. C'est des narrateurs qui n'ont aucun rapport, en fait, avec Éric Chevillard. Bien, peu importe. Donc, un narrateur part, le point de départ, part du fait qu'il a écrasé, fait exploser sa tortue, sa tortue domestique, tortue de Floride, en revenant des vacances, et que finalement il se reproche, mais surtout sa compagne lui reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que la tortue ne meure pas pendant leurs vacances d'été, et que donc la raison pour laquelle elle a explosé, c'est parce qu'elle était desséchée, et donc elle est morte. Voilà. Donc ça c'est le point de départ, c'est un peu curieux, c'est le point de départ qui est d'ailleurs révélé en quelque sorte dès le titre. Et puis, en fait, le vrai sujet, ça c'est le point de départ, c'est le sujet apparent. Le roman est entièrement construit sur un trompe-l'œil. Le vrai sujet, c'est, une fois de plus, allais-je dire, hein, après l'œuvre posthume de Thomas Pilaster, après Palafox, après Saint Laurent-Outan, après bien sûr Désiré Nizar, comment ça s'appelle, Démolir Nizar, ça s'appelait celui-là, je ne sais plus, Démolir Nizar en 2006, ou encore après L'auteur et moi en 2012, donc Chevillard, j'en ai cité quand même facilement 4 ou 5, pour la 6e ou la 7e fois, écrit un roman dans lequel le narrateur est quelqu'un qui essaie d'écrire à partir d'une œuvre, donc la question du palimpseste, et donc ce narrateur a découvert un écrivain du 19e qui s'appelle Nova, je ne sais plus, Louis-Constantin Nova, voilà, et il est le seul à l'avoir découvert. Donc il a découvert l'œuvre de Louis-Constantin Nova, donc auteur complètement mineur, qui s'auto-éditait, etc. Et puis à un moment donné, il se rend compte qu'il y a un grand critique qui a lui aussi découvert Louis-Constantin Nova. Et il se trouve pris dans une sorte de dilemme parce qu'il avait décidé en fait de plagier Nova, c'est-à-dire de reprendre tous les textes de Nova, de les réécrire, de les adapter un petit peu. On comprend au fur et à mesure du roman surtout qu'il avait décidé de les améliorer parce qu'en fait il les trouve mauvais, ou il les trouve pas toujours médiocres, au mieux médiocres, au pire mauvais. Et du coup, du fait qu'il découvre que cet universitaire a lui-même découvert Nova et s'apprête à le réhabiliter, il décide de le prendre de court et de lui-même republier, refaire tout un travail de critique, devenir le spécialiste de Louis-Constantin Nova. Et donc ça, finalement, c'est le sujet principal du roman. On s'en rend compte
très très progressivement, parce que pendant un temps on se demande comment. Et ce qui est très très habile chez Chevillard, et c'est là où ça n'est pas superficiel, c'est là où il y a un vrai travail d'écriture et où le livre est extrêmement subtil, vraiment, et où le récit est extrêmement adroit, c'est que on ne s'en rend pas compte parce que Chevillard réussit à vraiment juxtaposer les fils sans qu'on comprenne qu'ils sont totalement reliés et sans qu'on comprenne que cette histoire du narrateur essayant de plagier puis de mettre au grand jour l'œuvre d'un écrivain méconnu du 19e est en fait le sujet central ou principal du livre, du roman. Et en fait, ce qui se passe, bon, c'est la révélation finale, en fait, c'est que le texte principal, alors dans le roman, le narrateur raconte un certain nombre de livres de Nova, il raconte l'intrigue, il cite un peu, il fait des commentaires, il explique ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de pas bien, ce qu'il y a de lourd dans tel ou tel texte. Mais le texte principal dont il va parler, c'est un texte qui s'appelle Que couper, et qui est un livre de Louis-Constantin Nova, dans lequel Nova se rappelle avoir coupé la queue d'un lézard quand il jouait avec un cousin, je crois, et en avoir conçu après beaucoup de remords. Et donc le livre que Nova a écrit au XIXe siècle est un livre dans lequel il raconte de manière extrêmement longue, et le narrateur de l'explosion de la tortue, il n'arrête pas d'ironiser sur le fait que ce texte est mauvais, qu'il n'en finit pas, que c'est insupportable. Nova avait donc écrit une sorte de texte pour essayer d'expier la faute d'avoir coupé la queue d'un lézard par désœuvrement, par pure méchanceté, gratuitement en quelque sorte. Et ce que l'on finit par comprendre, c'est que l'explosion de la tortue, le livre que l'on lit, mais aussi le livre que le narrateur était en train de commencer à écrire au début de ce texte, est justement ce palimpseste de Que couper. C'est-à-dire que Nova avait écrit un livre pour expier le souvenir d'enfance douloureux, le remords, la culpabilité d'avoir coupé la queue à un lézard, et finalement l'histoire du narrateur racontant comment sa compagne l'a quitté parce qu'il était, d'après elle, coupable de maltraitance, en fait, de ne pas bien s'être occupé de la tortue, et du coup, en lui marchant dessus, de l'avoir fait exploser. Mais ça, c'est le palimpseste, en fait. Donc, l'explosion de la tortue, le fait d'avoir tué par maltraitance la tortue domestique, et le palimpseste de Que couper, l'histoire des garçons coupant la queue d'un lézard. Donc c'est ça qui est très habile dans le livre, et voilà, et donc il y a des, notamment depuis une petite dizaine d'années, il y a certains Chevillards, les romans chez Minuit, parce que grosso modo, Chevillard il publie des recueils de prose courte chez Fata Morgana, les billets de blog chez l'Arbre Vengeur, et donc les romans aux éditions de Minuit. C'est là qu'il avait commencé il y a déjà une trentaine d'années. Le premier livre qu'il a publié, c'était en 1988, Mourir m'enrhume. Et donc comment dire, oui, ce que j'allais dire, c'est que oui, depuis une dizaine d'années, je trouve que les textes qu'il publie chez Minuit sont quand même assez inégaux. Enfin, il y a des choses pas terribles, j'avais pas trop aimé. Ouais, Juste Ciel, par exemple, c'était pas exceptionnel, ou même Chouard, c'était pas exceptionnel non plus dans mon souvenir. Bon. Et là, celui-là, il n'est pas mal du tout. Je lis un extrait de L'explosion de la tortue. Certaines œuvres sont élaborées dans un contexte défavorable. Le lecteur, immature ou rassis, est dépourvu des antennes nécessaires pour en apprécier la valeur. Essaye un peu de butiner le nectar du bouton d'or avec ton groin. Mon projet reposait sur cette évidence et tenait compte de ce contretemps presque systématique. Il me semble, et c'est une simple question d'organisation, et j'offre généreusement mon idée aux artistes en activité, qu'il serait judicieux de prendre acte de ce fait, si souvent vérifié, et d'agir en conséquence. À partir d'aujourd'hui, si ma proposition est reçue comme elle le mérite, tout écrivain fera main basse sur une œuvre conçue un siècle auparavant dans le plus grand secret et la publiera sous son nom. L'époque sera alors prête pour l'accueillir et la fêter. Dans le même moment, cet auteur comblé d'honneur écrira en cachette les livres révolutionnaires que son temps ne saurait admettre.
qui le cantonnerait dans une coûteuse et amère marginalité, et qu'il destinera à un écrivain à venir, lequel en revendiquera opportunément et légitimement la paternité. Et ainsi de suite. Il suffira de dédier un lieu, une bibliothèque, au vaste sous-sol fera parfaitement l'affaire, au dépôt de ces manuscrits, tout aussi bien tableaux, films, partitions, enregistrements, œuvres plastiques, où les artistes seront autorisés à venir se servir, à condition bien sûr de remettre en échange leur propre production, laquelle sera dûment référencée et soigneusement conservée en vue, j'espère être clair, du jour où elle sera à son tour réclamée à bon droit par un nouveau dépositaire. Combien de misères et de frustrations ainsi évitées, la reconnaissance et la gloire, nos couronnes n'auront plus les crânes lézardés de squelettes d'autant plus friables que ces poètes nourris de pain noir et de bougies manqués de calcium, affligés à 20 ans d'ostéoporose comme ces vieillardes rivales qui se disputent le titre de doyenne de l'humanité en faisant peser sur le trébuchet des juges la poussière de leur clavicule. Voilà, donc c'est une des idées qui sont à l'intérieur de toute cette structure narrative palimpsestique. Par exemple, si Lautréamont, si finalement les Chants de Maldoror avaient été publiés par, je ne sais pas, Robbe-Grillet ou Claude Simon sous son nom, et si les livres qu'ont réellement écrit Robbe-Grillet et Claude Simon étaient publiés dans 50 ans sous un autre nom, etc. etc. Donc, cette idée est évidemment complètement faux-folle, fanfaronne, etc., mais extrêmement intéressante dans ce qu'elle nous amène à réfléchir de la littérature et de l'intempestivité ou de l'anachronisme ou l'intemporalité du goût littéraire. Voilà l'explosion de la tortue. Et bien voilà, c'était Je range mon bureau numéro 36. On arrive désormais à la fin de cette vidéo, mais je vais quand même lire un poème, parce que c'était pas assez long comme ça, donc je vais lire un poème de ce recueil que je lis très régulièrement en ce moment, Dry Salter de Michael Simmons Roberts, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le ranger celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais en parler, donc je peux d'ores et déjà vous le recommander. The road retaken. Walking backwards into the desert, your neck aches from its owl swivel, and your calves and ankles seize. You divest yourself of gadgets and accoutrements, then garments, naked for a while until the hair crops up all over. Reversing through suburbs, you bump into signs, parked cars. Some truck near wings you, and its driver gives a finger and a blast. So, out past flower sellers, fields, then dirt tracks, cutting up your heels, you crouch, hunch, past the final fruit stall, tidy filling station, hitchhikers with cardboard signs. The shouts and jeers become incomprehensible to you. Keep on, is all, until your ragged toes touch sand. You have forgotten all you ever knew. Books, doctrines, symphonies, whole cultures are unwritten. That hot breeze tastes of nothing. Turn round, drop to all fours. Now, run!